Bonjour à tous, merci d'être là. J'ai l'honneur donc d'animer ces interviews auprès des candidats aux élections municipales avec Dominique Pialot, qui est elle une grande spécialiste de l'environnement, ce que je ne suis pas, plutôt généraliste. Donc nous allons accueillir 4 candidats. Sarah Knafo pour Reconquête, Emmanuel Grégoire pour la liste d'Union de la gauche hors LFI, Madame Chikirou pour LFI, justement, et enfin Jean-Yves Bournazel. Nous devons excuser Rachida Dati qui a dû annuler sa présence ce matin pour un bouleversement dans son agenda ministériel, et nous excusons également Monsieur Mariani qui n'a pas pu, qui nous a donné une réponse beaucoup trop tardive et tout était déjà tiré au sort organisé. Donc nous allons commencer ce débat. Je rappelle que les dates des municipales, c'est toujours une bonne chose à rappeler, sont le 15 et le 22 mars, qui restent aux candidats un petit peu plus d'un mois pour finaliser d'abord leur programme, ce qui n'est pas le cas de tous encore, et que les Parisiens voteront 2 fois, une fois pour le maire de Paris, le ou la maire de Paris, et une autre fois pour la mairie d'arrondissement, et c'est la première fois que ça se passe comme ça. Donc nous allons d'abord accueillir Sarah Knafo qui, par ce tirage au sort, est la première à intervenir. Bonjour Madame Knafo. Bonjour. Installez-vous. Bonjour à vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci Madame. Alors, nous avons regardé votre programme, qui est, c'est vrai, très conséquent. Nous n'avons pas vu énormément de choses sur l'environnement, mais vous allez vous en expliquer, le détailler. Et la première question que nous vous poserons et que nous poserons à tous les candidats, c'est quelles sont vos priorités en matière d'écologie et de transition écologique pour la ville de Paris et quelle part de budget voulez-vous y consacrer ? Merci beaucoup, merci de votre accueil. Donc, en effet, si vous avez lu mon programme qui fait 130 pages, vous avez dû y voir de nombreuses mesures, au contraire, qui traitent de la qualité de l'air, de l'environnement parisien, puisque j'y accorde une importance particulière. Le slogan de ma campagne, c'est « Une ville heureuse ». Et je considère qu'on ne peut pas être une ville heureuse dans une ville où l'air n'est pas sain, dans une ville où, lors des pics de pollution, on doit parfois se confiner chez nous, dans une ville dans laquelle ceux qui font du jogging, et c'est ce que j'apprécie, doivent regarder Air Paris pour savoir si c'est le bon jour pour courir, dans une ville où parfois on doit faire porter des masques à nos enfants comme si on vivait à Jakarta. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'écris dans mon programme, et donc ça compte pour moi parce qu'une ville heureuse, c'est aussi une ville où l'environnement, la qualité de l'air est assurée. Alors qu'est-ce que je propose dans mon programme pour permettre d'y arriver ? Première chose, de refuser tout dogmatisme, toute idéologie, mais au contraire de regarder ce qu'a pu faire de bien la municipalité sortante, comme on dit, ce qu'a pu faire la gauche, pour le dire ainsi, depuis 25 ans, ce qu'il y a à garder. Au contraire, quel bilan on peut tirer négatif de ce qui a été fait. Et si je dois vous citer des choses en toute franchise, alors, bien sûr, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez garder ? Alors, première chose, on voit que le vélo a pris beaucoup de place. On remarque ça à Paris, mais on remarque ça aussi dans toutes les grandes métropoles. Je trouve ça positif. On voit ça dans des métropoles de droite comme de gauche. C'est pas un sujet partisan. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est l'idée d'un entrepreneur d'avoir mis les vélos en libre service à Paris. Le Vélib date de 2007, ça n'était dans aucun programme municipal. C'est une idée de J.C. Decaux, qui a tenté de convaincre à l'époque Bertrand Delanoë. Au départ, il était contre, et puis ensuite, devant le succès de Vélove à Lyon, la municipalité parisienne a accepté. Ça, c'est très positif. Donc, sur la place du vélo, bien sûr, il ne faut pas en faire un sujet politicien et dogmatique. Il a fallu créer des pistes cyclables quand même pour que les vélos puissent circuler. Comme dans toutes les municipalités, comme dans toutes les grandes métropoles du monde, ça a été fait, et je trouve ça positif. Bien sûr, il y a un sujet pour tous les Parisiens, en ce moment de guerre de chacun contre tous, où les piétons ont parfois peur des cyclistes, où les automobilistes ont peur des cyclistes, et où chacun se sent comme une sorte de jungle, ça évidemment, il faudra le régler de manière pragmatique, mais vous m'accorderez que c'est un sujet qui doit mettre d'accord la droite comme la gauche. Deuxième sujet positif, parce qu'il faut quand même en citer, je suis honnête intellectuellement, c'est la création de certains espaces verts, malheureusement très mal entretenus. On a créé des espaces verts, on ne les a pas entretenus. Je pense qu'il faut revenir à la noblesse de ce métier de jardinage.
On parle beaucoup de végétalisation. Moi, je crois au jardinage. Il faut qu'il y ait de belles plantes, des fleurs dans ces espaces verts qui ont été créés. Et c'est bien heureux pour les familles, pour nos enfants, pour ceux qui s'y promènent, pour ceux qui ont des animaux de compagnie et qui veulent les promener. C'est une bonne chose. Donc, regardez ces sujets avec le moins de dogmatisme possible. Essayez de régler les problèmes des Parisiens un par un, avec une approche presque entrepreneuriale de l'écologie. Je crois que c'est comme ça qu'on y arrivera. Et je ne vais pas faire trop long pour la première question, je vous laisse la suite. Je voudrais justement revenir sur le sujet de la qualité de l'air, parce que en la matière, vous proposez de réouvrir les voies sur berge à la circulation automobile. Donc ça, je suis pas sûre que ça favorise énormément la qualité de l'air. Moi, je suis sûre de moi quand je propose quelque chose. Oui. Il y avait, alors vous allez nous expliquer, parce que ça a été beaucoup débattu, comme vous le savez, à l'époque où ça a été instauré, avec beaucoup d'études sur ce que ça pouvait avoir comme incidence ailleurs dans Paris et les voies de report, etc. Et mon autre point par rapport à la qualité de l'air, pour rester sur ce sujet, c'est vous proposez de réautoriser les terrasses chauffées devant les bars, restaurants. Ça n'est pas ce que je dis puisque c'est dans la loi. Mais je dis que ça a contribué, je crois, à faire de Paris une ville triste. Ouais. Le fait qu'on ait interdit les terrasses chauffées, donc ça n'est pas à l'échelle de la municipalité, donc je ne propose pas dans mon programme. Mais vous dites que ça a été décidé sans... Enfin, ça a forcément une incidence sur la qualité de l'air. Vous êtes d'accord avec ça? Et sur les émissions de gaz à effet de serre, de chauffer à l'extérieur. Alors justement, c'est un mode de chauffage. Est-ce que vous avez juste vraiment lu le programme, juste pour qu'on... Pas in extenso, j'avoue. D'accord, vous ne l'avez pas lu. Donc, dans ce que je propose... Mais j'ai quand même lu, vous pas in extenso. Alors, je vais le dire in extenso. Ouais. Donc, ce que je propose dans mon programme, justement, c'est de rétablir des modes de chauffage électrique qui, précisément, ne soient pas polluant pour cette question-là. Et c'est vrai que quand on parle d'une ville heureuse, une ville où à partir du mois de novembre, les rues sont vides, moi, ça me rend triste. Je pense que beaucoup de gens très attachés aux sujets environnementaux n'ont pas vu la différence entre des terrasses chauffées qui, pour le coup, pourraient être faites de manière tout à fait écologique. En revanche, ils y ont vu la tristesse dans les rues quand, encore une fois, en hiver, on voit que Paris n'est plus vivant. Sur la rouverture des voies sur berge, qu'est-ce que je propose? D'abord, qu'est-ce que je constate? On va repartir du constat. Vous citez des études, je les ai emmenées précisément parce que je savais que ça allait être une question importante, et ça l'est. Et c'est une question qui m'a passionnée pendant des semaines lorsque j'ai construit ce programme. On observe que la fermeture des voies sur berge a recréé des îlots de pollution. Donc là, j'ai devant moi l'étude Airparif 2017 qui explique que la pollution est en hausse depuis la fermeture des voies sur berge sur les axes de délestage, notamment sur le boulevard Saint-Germain et sur les quais. Je la mets à disposition pour ceux qui s'intéressent aux faits. 2017, c'était il y a 8 ans. Si vous avez une étude plus récente, vous me l'enverrez, Madame Trier-Veller. Ça m'intéresse. Il y a des études plus récentes sur globalement sur la ville de Paris. Je vais poursuivre. Donc globalement, vous avez raison. Vous avez raison. Donc, globalement, on observe en effet que la qualité de l'air est meilleure à Paris. Est-ce que vous avez regardé aussi les cartes de toute la région Île-de-France ? Non, parce qu'on est sur Paris, là. Très bien. C'est intéressant parce que quand on est sur Paris, si on ne compare pas, madame, on ne comprend pas les sujets. Donc, quand on regarde la carte de la région Île-de-France, on s'aperçoit qu'il y a eu une amélioration de la qualité de l'air dans toute la région, y compris dans les villes de droite. Il n'y a pas de nuage de pollution quand les villes sont de droite et quand vos amis socialistes gouvernent. Là, on ne voit pas que la qualité de l'air est meilleure. Donc, la qualité de l'air s'est améliorée partout. Pourquoi? Je vais encore citer Airparif. On observe ça s'est amélioré beaucoup plus à Paris. On observe que 75%, Airparif, donc on parle de Paris, que 75% de l'amélioration est due au changement des pots d'échappement des voitures qui se sont améliorés. Et donc là, on peut remercier, j'espère ensemble, les ingénieurs de Renault et de PSA pour ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, dans la salle, je sais qu'il y a des responsables de groupes privés et je veux vous féliciter. C'est grâce à vous, grâce aux innovations que vous avez mises en œuvre que ça a marché. Et parfois, les politiciens doivent être un peu humbles sur ce qu'ils font quand on sait que c'est des innovations venues du secteur privé qui ont permis cette amélioration. Donc, les modes de chauffage qui ont changé, avec l'abandon du chauffage au fioul dans les habitations, ça aussi, c'est ce qui a contribué pour beaucoup à l'amélioration de la qualité de l'air à Paris et dans toute la région Île-de-France. Et c'est pour ça, madame, que je vous dis que c'est intéressant de comparer pour savoir si ce sont seulement les effets d'une politique parisienne ou si on peut attribuer cette baisse à d'autres facteurs. Malheureusement, il y a un troisième facteur qui est un peu plus triste pour l'ensemble du pays, c'est évidemment la désindustrialisation. L'air est meilleur parce qu'on a moins d'industrie, pour le coup moins polluante, donc la qualité de l'air s'est améliorée. C'est pas tellement à Paris, ça, l'industrie. Justement, c'est un peu partout en France. C'est pour ça que je vous dis la qualité de l'air aujourd'hui est meilleure, mais pas dans du Paris, fait c'est pas du de fait décision de la désindustrialisation, c'est quand même du fait de... Alors, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Paris, mais c'était une grande cité industrielle.
Oui, mais d'accord, mais là on parle depuis 10 ans, on parle pas depuis 50 ans. Alors moi j'essaye de m'intéresser aux phénomènes sur leur durée pour essayer de comprendre et de tirer donc à la fin les bonnes décisions. On voit que la qualité de l'air s'est améliorée de manière globale. En revanche, que ces décisions, typiquement la fermeture des voies sur berge, ont recréé, elles, des îlots de pollution. Donc on pourrait être meilleur, la qualité de l'air pourrait être meilleure. Pour encore citer des études, parce que c'est la science qui compte avant l'idéologie, on remarque qu'une voiture qui est sur un trafic fluide pollue jusqu'à 3 fois moins qu'une voiture qui est dans les embouteillages. Ce qui explique que la fermeture de cet axe structurant de Paris ait recréé des îlots de pollution puisqu'elle a congestionné les axes de délestage. Donc ce que je propose dans mon programme, c'est pas plus de voitures, c'est plus de fluidité dans Paris. Et grâce à une meilleure fluidité, on contribuera, encore une fois de manière non idéologique, à la meilleure qualité de l'air dans les rues de Paris, non seulement par la rouverture des voies sur berge, par les 80 km/h sur le périphérique. Là encore, on n'a pas observé d'amélioration sur la qualité de l'air, mais au contraire des îlots de pollution recréés sur les axes de report. Et enfin, des feux pilotés par intelligence artificielle pour permettre de fluidifier le trafic, comme on le fait à Montréal, comme on le fait à Boston. Et on observe que typiquement, avec ces feux pilotés par IA, ce que ça permettra, c'est que le feu passe au vert lorsque il n'y a pas de bouchon devant et que le feu s'arrête lorsqu'on peut déjà prévoir que des axes plus lointains seront congestionnés. Ce qu'on observe Porte Dauphine ou dans d'autres axes qui sont très souvent... Non, ça n'existe pas à Paris, ça existe ailleurs, ça existe à Lyon en expérimentation, à Boston et à Montréal. Et à Paris, il avait été question que ce soit en expérimentation il y a plusieurs années. Alors, voilà, donc ce que je propose comme est pragmatique, il faut le mettre en œuvre maintenant, il faut le généraliser dans Paris. C'est positif parce que ça permet donc de fluidifier. Et encore une fois, une voiture, quand elle fait des stop and go, quand elle s'arrête et qu'elle redémarre, c'est là qu'elle contribue aux émissions toxiques, aux émissions de particules fines. Alors, juste, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué pour la végétalisation, la ville fleurie, la ville pleine d'arbres. On en a tous envie, bien sûr. Oui. Mais comment vous faites, vous entretenez ces jardins, ces parcs, ces ronds-points, si vous supprimez la moitié des agents publics? Alors, très bien. Bonne question. 55 000 fonctionnaires à la ville de Paris. 400 personnes à la communication de la ville. Je ne crois pas que ce soit eux qui contribuent à la beauté des arbres et aux fleurs de Paris. 400 personnes à la direction de l'urbanisme. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit la vitesse qui soit leur premier critère lorsqu'ils doivent répondre aux entrepreneurs parisiens. Et on pourrait citer comme ça toutes les directions qui sont extrêmement importantes. À l'inverse, ce qui s'occupe des espaces verts, c'est pas là qu'on voit pléthore d'effectifs dans Paris. Donc vous avez raison, il y a des réallocations à faire. Je vais juste finir sur ça. Vous avez raison, il y a des réallocations à faire, mais je veux répondre précisément sur ce point qui, je crois, est extrêmement important. 55 000 fonctionnaires à la ville de Paris, c'est inadmissible. J'ai été magistrate à la Cour des comptes, j'ai observé différentes administrations. Sincèrement, c'est indéfendable de voir autant de monde à la ville de Paris. Si vous prenez les agents de l'ensemble des préfectures de France, dans toute la France, tous les départements, c'est 21 000 personnes. À Paris, c'est plus de 2 fois plus pour gouverner la capitale. Si on compare le taux d'administration, c'est 2 fois la ville de Londres, 2 fois la ville de Lyon. Et même quand on insère les compétences de département qui sont celles de la ville de Paris, on observe toujours que la ville de Paris est largement suradministrée. Ce qu'on observe en plus, j'en finis par là, c'est que, à mesure que le nombre de fonctionnaires a augmenté, il y a eu de moins en moins de Parisiens. Donc les familles fuient Paris. On a 200 000 familles qui ont fui Paris depuis le début de la mandature socialiste. Et à l'inverse, on a le nombre de fonctionnaires qui a explosé. On voit bien qu'il y a un problème. Je pense encore une fois que sur ce sujet, c'est pas l'objectif de créer une polémique. Je pense que tout le monde pourrait être d'accord. D'ailleurs, j'ai même entendu mon concurrent socialiste, Monsieur Grégoire, dire qu'il fallait rationaliser la masse salariale à Paris. C'est dire si le sujet est consensuel puisqu'il y a amplement contribué. On va lui poser la question tout à l'heure, mais je suis pas sûre que rationaliser dans son esprit, ça veuille dire diviser par 2. Vous lui demanderez, c'est intéressant. Mais par ailleurs, concrètement, parce que en plus, il y a une partie, certains des espaces verts de Paris qui sont en fait pas à l'état. Oui, voilà, c'est ça. Les meilleurs d'ailleurs. Ceux qui sont le mieux entretenus. Exactement. C'est ce que vous dites. Bah, c'est vrai, on le constate. Le jardin des Tuileries, le jardin du Luxembourg, lorsque les espaces verts appartiennent à l'État, vous avez raison de souligner ça, c'est très juste madame, on remarque qu'ils sont bien mieux entretenus. C'est ce que vous et que la gestion par la ville de Paris, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas optimale, c'est ce que je vais dire pour ne pas être polémique, et lorsque j'espère je serai maire de Paris, ce sera amélioré. Mais alors, comme je ne l'ai pas lu in extenso, peut-être que j'ai mal compris, dans votre programme, il m'a semblé que, parce que vous proposez une économie de 10 milliards d'euros sur 10 ans,
Ça, c'est voilà. Vous avez bien compris. Et notamment, ce que vous souhaitez supprimer, ce sont des mesures en faveur de l'agriculture urbaine, de l'aide à l'achat de véhicules électriques, de l'aide au commerce d'alimentation durable et au verdissement. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière ça, mais donc, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le fait que vous souhaitiez une ville plus verte, où on respire mieux, avec une meilleure qualité de l'air? Alors, vous avez raison de rappeler que vous l'avez pas lu in extenso. Dans les 10 milliards d'économies de ce que je propose, la première mesure, c'est d'arrêter la politique immobilière folle de la ville. C'est la première mesure. C'est 5 milliards d'économies. Donc, avec une ville de Paris qui ne fait que préempter des logements en permanence, à chaque fois, j'exagère. Souvent, quand un logement est mis en vente sur le marché, la mairie de Paris le préempte, empêchant le privé, empêchant des investisseurs privés, de futurs propriétaires, de jeunes familles d'acheter, souvent pour y mettre du logement social. Ça, c'est 500 millions d'euros par an. À échéance 10 ans, c'est 5 milliards d'économies en arrêtant cette politique folle. Dans cette politique folle, et là je reviens sur ce que vous avez cité, il y a notamment l'idée pour la ville de Paris de jouer aux entrepreneurs. Avec une ville de Paris qui investit dans des commerces équitables, dans des écoquartiers. Moi, je vous fais confiance à vous. Les associations, les entreprises, vous le ferez. Ça n'est pas à la ville de Paris de jouer aux entrepreneurs. Déjà que la mairie de Paris fasse son métier de mairie, on serait tous très contents. Ensuite, on pourra inventer de nouveaux rôles, et j'espère d'ailleurs qu'on n'aura pas besoin de le faire, déjà qu'on assure une ville propre, une ville sûre, une ville habitable, qu'on arrête avec cette crise du logement qui empêche des milliers de Français et de Parisiens de se loger dignement. Déjà qu'on fasse le métier d'une ville, et ensuite on pourra peut-être faire semblant de jouer sur des sujets qui ne sont pas les nôtres. Qu'est-ce que vous entendez par « joue aux entrepreneurs » en fait? C'est juste les subventions. Ce que je viens de citer, typiquement, c'est la mairie de Paris qui va investir dans des écoquartiers, dans des commerces équitables. Ça, il faut arrêter. Ce que je propose, et c'est ma philosophie à l'échelle nationale comme pour Paris, c'est d'arrêter de taxer les gens. Donc la mairie ne doit pas dépenser à la place du privé, elle doit arrêter de taxer le privé pour que le privé puisse dépenser. Ma philosophie, c'est de dépenser moins pour pouvoir taxer moins, pour que les Français, les entreprises comme les ménages, puissent gagner plus et investir plus lorsqu'elles sont des entreprises ou des particuliers. Donc ce plan d'économie de 10 milliards d'euros, concrètement, c'est pas de l'austérité, c'est de l'argent que je rends immédiatement aux gens. J'arrête de dépenser dans des gabegies sans nom de la ville de Paris pour pouvoir rendre cet argent en divisant par 2 la taxe foncière, pour toutes les entreprises comme pour tous les ménages, et pour les locataires en divisant par 2 les 2 impôts locaux, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage. Ça, ce sera répercuté immédiatement en termes de pouvoir d'achat et de justice sociale dans vos portefeuilles. Donc, et comment financez-vous justement alors la collecte des déchets qui reste... Et puis il y a une question qu'on vous avait posée au tout début, quelle était la part du budget que vous voulez consacrer à la transition écologique et à l'environnement? Alors, sur ce qui est de la collecte des ordures ménagères. Vous savez certainement qu'en 1983, Jacques Chirac a décidé de privatiser la collecte des ordures ménagères à l'échelle de Paris. À l'époque, il y a eu des menaces de grève par les syndicats, et donc il a fait une sorte de Yalta des ordures, où ils se sont entendus avec les syndicats pour dire tel arrondissement va être privé, tel arrondissement va être public. Résultat, aujourd'hui, dans la moitié des arrondissements parisiens, vous avez une collecte des ordures qui est faite par des entreprises privées, et dans l'autre moitié, c'est toujours sous gestion municipale. Pour moi qui aime les chiffres, les données et qui ai été magistrate à la Cour des comptes, ça me donne un terreau d'études formidable, puisque maintenant on peut comparer, de 83 à 2026, que s'est-il passé? On remarque, je vous le donne en mille, que lorsque c'est le privé qui opère, c'est bien mieux fait et c'est moins cher. Ce que je dis est confirmé par la Chambre régionale des comptes, qui dit que ça fait une économie de 27%. Quand c'est le privé qui opère, c'est 27% moins cher et c'est mieux fait. Versus quand c'est public, on remarque qu'à chaque grève, les ordures s'amoncellent, ce qui signifie la prolifération des rats, puisque les rats ne sont que la conséquence de la saleté en ville. Et là encore, sujet ni droite ni gauche. D'ailleurs, vous regardez dans le 16e arrondissement, c'est public. Dans des arrondissements qui votent d'habitude plus à gauche, parfois c'est privé, et les habitants sont ravis. Donc il faut pas faire d'idéologie sur la privatisation, c'est pas un sujet de droite ou de gauche. Madame Hidalgo, quand elle a voulu rendre plus efficaces les contraventions sur les voitures, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a privatisé le service de contravention sur les voitures. Résultat, ça marche du tonnerre. C'est très efficace. Est-ce que vous conserverez ce système de tarification du stationnement à Paris? Non. Alors évidemment qu'il y aura des amendes quand les gens ne respectent pas la loi, c'est une évidence, mais je vais simplifier drastiquement les règles de stationnement parce que je considère que cette politique aujourd'hui a été une politique antisociale. On a racketté les automobilistes qui bien souvent sont des gens qui viennent de quartiers populaires, qui font des métiers difficiles où ils ne peuvent pas se passer de leur voiture. Plus personne, je crois, n'utilise sa voiture par plaisir aujourd'hui dans Paris.
c'est un tel enfer qu'il faut vraiment que ce soit par nécessité qu'on l'utilise. Donc quand vous êtes un menuisier, des Parisiens, vous voulez dire, il y a même pas un Parisien sur deux aujourd'hui qui a une voiture, et la voiture, ça représente, je crois, 5% vous à peu près de l'eau à mon moulin, c'est ce que j'étais en train de dire à la seconde. J'étais en train de dire, plus personne n'utilise sa voiture par plaisir, c'est devenu un tel enfer. Donc vous avez des Parisiens qui subissent cette politique. Typiquement, quand vous êtes un menuisier, un plombier, vous pouvez pas prendre le métro ni le vélo avec tous vos outils. Résultat, qu'est-ce qu'on observe? Des familles parisiennes qui roulent pas sur l'or, qui ont un robinet qui fuit, une chaudière qui marche pas, ils ne trouvent plus un artisan à Paris. Parce qu'ils ne peuvent plus venir. Pourquoi? Parce que le tarif de stationnement est plus onéreux que le SMIC horaire de la branche de ces artisans. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Simplifier drastiquement les règles de stationnement à Paris. Première heure de gratuité pour tout le monde. Mais pourquoi pour tout le monde et pas juste pour ces artisans, du coup, puisque c'est eux que vous voulez favoriser? Au début de chaque phrase, ce sera difficile de répondre. Il faut bien qu'on puisse vous relancer pour avoir des précisions. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, et donc je vais poursuivre ma phrase. Première heure de gratuité pour tout le monde, notamment pour les familles qui doivent aller déposer leurs enfants à l'école. Quand vous êtes une mère de famille et que vous avez 4 enfants, vous n'êtes pas une criminelle parce que vous avez un monospace. On parle beaucoup en ce moment de politique démographique. Commençons par ne pas criminaliser les familles. Donc, première heure de gratuité pour les femmes qui doivent aller déposer leurs enfants à l'école et qui peuvent se faire verbaliser pour 5 minutes où elles les ont déposés à la crèche ou à l'école parce qu'une voiture est passée par là, une voiture de contrôle. Ensuite, pour tous les clients des magasins, on observe qu'il y a un taux de vacances commerciales inouï à Paris. Les commerces fuient Paris, les commerces se ferment. C'est d'une tristesse sans nom d'ailleurs, moi qui parle d'une ville heureuse. Une ville heureuse, c'est d'abord une ville où on a encore des commerces de bouche, des artisans, des terrasses, on en parlait, des restaurateurs. Là encore, l'heure de gratuité va permettre de retrouver des clients. D'ailleurs, les commerçants me remercient pour cette mesure. Gratuit entre midi et 14h pour aider les restaurateurs et pour aider les Parisiens et même ceux qui viennent en dehors de Paris, qui veulent déjeuner à Paris et qui n'ont pas à budgéter 36 € de stationnement avant même d'avoir commandé le premier plat. C'est un sujet de pouvoir d'achat. Ensuite, 5 € de l'heure pour tout le monde, quel que soit l'arrondissement. 5 € de l'heure. Et donc là, ça simplifie drastiquement, vous le disiez, les règles de contravention, parce que la loi fixe que la contravention qui est fixée, c'est 6 fois le taux horaire de la place. Donc, puisque j'abaisse à 5 € de l'heure, ça simplifie aussi les règles de contravention dans Paris. Je crois qu'on arrive à peu près... Oui, on arrive à la fin du temps de parole, mais on va vous proposer de conclure et vous avez le choix de conclure sur le sujet que vous souhaitez. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. J'aimerais conclure en rappelant la définition du développement durable. C'est donc allier l'écologie à l'économie et au social. Et je tiens à dire que je n'oublie aucun de ces piliers, que j'entends parfois beaucoup qui parlent d'écologie, mais sans l'économie, ou alors sans le social. Moi, je veux essayer de réconcilier les trois. Essayer de réconcilier les exigences de qualité de l'air dont j'ai parlé avec les exigences de pouvoir d'achat qui sont les nôtres à l'égard de nos compatriotes. Deuxième chose, je veux mettre la technologie au service de l'écologie. Parce que je considère que l'écologie sans l'innovation, ça n'est que de la punition. Alors que l'écologie avec l'innovation, c'est le progrès. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples au-delà de la fluidification du trafic? Oui, bien sûr. L'utilisation, par exemple, d'une maquette numérique de Paris. Donc, créer un jumeau numérique de la ville de Paris pour pouvoir simuler sur ce jumeau numérique l'impact de tous les travaux d'aménagement sur la voirie, sur l'environnement, sur les émissions de particules toxiques, sur la pollution, sur la chaleur, sur le bruit. De pouvoir tout simuler, c'est ce qui se fait déjà beaucoup dans le privé, mais pas à la ville de Paris, tout simuler avant de commencer à lancer les marteaux-piqueurs. On a fait pendant 12 ans beaucoup de travaux dans Paris, de manière parfois anarchique, sans mesurer les effets que ça allait avoir sur la rue, sur le quartier, sur le bruit, sur les klaxons. Et ensuite, on a fait des sortes d'essais-erreurs où on avait fait les travaux, on est venu les rectifier après. Moi, ce que je propose, c'est que l'essai-erreur, on le fasse d'abord sur ordinateur, grâce à la maquette numérique de Paris, et ensuite seulement, on peut initier les travaux. D'ailleurs, sur ce point, ce que je propose, c'est qu'il n'y ait plus aucun travail sur la voirie qui soit fait sans avoir au préalable demandé leur avis aux Parisiens par référendum pour tout projet qui dépasse les 10 millions d'euros. Je veux gouverner Paris comme on gouverne la Suisse, c'est-à-dire avec ses habitants. Pas seul, je prétends pas du tout avoir la science infuse, je travaille, je fais mon maximum, j'essaye d'étudier les dossiers avant d'en parler, et puis à la fin, ce sera toujours le peuple qui décide, donc je gouvernerai par référendum avec l'aide des Parisiens. Alors merci beaucoup. Juste, je reviens, vous ne m'avez toujours pas donné, vous ne nous avez pas donné la part du budget que vous voulez consacrer
consacré donc vous avez raison. À la vous avez transition raison. écologique. Alors il y a plusieurs projets, différents. Donc pardon, j'ai pas de pourcentage, mais il y a plusieurs projets différents qui se rapportent à ça. Je vous invite à aller voir sur unevilleheureuse.fr où je liste tous les projets. J'aurais pu parler du développement des navettes fluviales en ville que je propose d'expérimenter à Paris pour que Paris soit pilote. On a un axe de circulation qui est sous-exploité, c'est la Seine, un axe magnifique d'ailleurs. Le commerce fluvial par voie fluviale pourrait nous permettre de limiter les camions dans la ville. Là encore, mode très écologique de développement. Je vous invite à aller voir dans mon programme, tout est chiffré, c'est la dernière page du programme avec un immense tableau de chiffres si ça vous intéresse. Merci à vous mesdames. Merci pour ce moment, Madame Trier-Veller.